avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'Info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France qui nous rediffusent aussi, et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, le JT des territoires dans un instant, je vais vous y retrouver, puis la météo de 8h, puis l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau tout à l'heure, c'est Éric Coquerel, le coordinateur, deux fois du parti de gauche, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il sera notre invité aujourd'hui, ce matin. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant, après la virgule. Évidemment, trafic SNCF très perturbé, des vols annulés, des écoles fermées. Cheminots et fonctionnaires lancent aujourd'hui leur mobilisation contre les réformes du gouvernement. C'est donc un test décisif pour celui-ci, mais aussi pour les syndicats. Unité réelle ou de façade? Explication de Nelson Guetten de Public Sénat. Après l'échec de la mobilisation contre la loi travail en octobre, les syndicats jouent gros cette semaine. En perte de vitesse depuis plusieurs années, le mouvement syndical veut profiter de la grève pour afficher son unité retrouvée. L'unité d'action, elle est là chez les cheminots. L'ensemble des organisations syndicales appellent à cette manifestation du 22 mars. C'est à noter parce que ça fait très longtemps que ça n'avait pas eu lieu. Dans la fonction publique, une très grande majorité des organisations syndicales appellent une nouvelle fois à descendre dans la rue. Une très grande majorité, oui, mais pas d'unanimité. La CFDT et l'UNSA, deux des principales organisations syndicales de la fonction publique, n'ont pour le moment pas souhaité rejoindre leurs camarades. Sur le front de la SNCF, en revanche, l'unité est bien réelle et devrait s'inscrire dans le temps. Pour cela, les syndicats ont fait le pari de la grève perlée, 2 jours de grève par semaine jusqu'au 28 juin, soit 36 jours de mobilisation au total étalés sur 3 mois. L'objectif de cette opération, mener une guerre d'usure face au gouvernement et remporter la bataille de l'opinion publique. En 1995, c'est en parvenant à la convaincre que les syndicats avaient fait plier le gouvernement. À l'époque, c'était la réforme des retraites des cheminots qui était sur la sellette. Revitaliser les centres-villes, c'est l'objectif d'un plan national, Action Cœur de Ville, pour lequel la Caisse des dépôts va mobiliser sur 5 ans 1 milliard d'euros pour accompagner cette revitalisation des villes moyennes surtout. Les Bournes en Gironde fait partie de ces communes engagées dans cette action et avait d'ailleurs signé la première convention nationale Centre-ville de demain. 2 ans après, les premiers résultats sont là. Reportage de Christophe Chavaneau pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Commerce, logement, cadre de vie, Libourne se transforme. Depuis 3 ans, la ville redevient attractive. Résultat d'investissement, près de 80 millions d'euros ont été planifiés pour redonner un second souffle à la sous-préfecture girondine. On nous a longtemps expliqué qu'il y avait une raréfaction des finances publiques et que les collectivités locales allaient de moins en moins investir. Vous êtes dans une ville et sur un territoire d'agglomération qui, au contraire, a fait le choix inverse, c'est de massifier l'investissement. Et on l'a fait sans mettre à mal, d'ailleurs, les ratios des financements publics. En clair, on n'a pas cramé la caisse. Bien. Eh bien, ça s'est fait notamment parce qu'on a écrit d'abord un projet de ville, un projet de territoire, et qu'aujourd'hui, on est dans l'attente de la seconde étape, c'est-à-dire le dispositif que j'appelle Mézard, du nom de Jacques Mézard, ministre à la cohésion des territoires, ce qui veut dire beaucoup, et qui, d'ici la fin du mois, va annoncer les villes moyennes qui vont obtenir le soutien dès cette année du gouvernement pour parfaire leur muscle territorial sur ces territoires périurbains, ces territoires interstitiels qui doutent d'eux-mêmes et que le gouvernement, enfin, a décidé d'aider. C'était quand même les grands oubliés un peu de la République, les villes moyennes. C'est aussi l'objet d'une convention signée il y a 2 ans avec la Caisse des dépôts dans le cadre du plan national Cœur de Ville visant à revitaliser les centres-bourgs.
Il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente de complexité que de relancer une ville. Et la première étape, c'est de faire des études, et la Caisse des dépôts contribue à les financer, et dans le travail avec la collectivité, pour d'abord savoir par quoi commencer et quelles sont les démarches nécessaires, les investissements qui sont utiles pour faire ce travail de réhabilitation et de rénovation. Objectif, Libourne 2025. Un plan qui se concrétise déjà avec le renouveau des quais, inauguré au mois de juin prochain. Imaginez 25 hectares, l'équivalent de 7 terrains de foot côte à côte, recouverts par une montagne de déchets polluants. Ce n'est pas un film catastrophe, c'est la réalité. Plus de 5000 tonnes d'ordures s'entassent depuis une dizaine d'années sur une plaine yvelinoise située entre Chanloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy. Son assainissement pourrait coûter très très cher. Un riverain a lancé une pétition pour alerter l'opinion publique et les élus. Sébastien Côté pour Via Grand Paris. Dans cette décharge sauvage, les ordures s'accumulent. Il y a du bois, des carcasses de voitures ou encore une armée de pneus. Plus inquiétant, on trouve aussi de l'amiante et toutes sortes de solvants. Alban Bernard vit à moins de 500 mètres de cette déchetterie. Depuis 2007, il voit la plaine se remplir de détritus. Moi, il y a 11 ans, quand je venais ici avec mes enfants faire du vélo, on pouvait circuler. Aujourd'hui, là, il y a des zones où il n'y a même plus de chemin. Pour sauver cet espace, il a créé un site internet et lancé une pétition. Plus de 2000 personnes l'ont d'ores et déjà signé. Il a répertorié au total plus de 61 zones envahies par les déchets. Et là, on est sur la mer des déchets. Et derrière moi, vous avez l'océan des déchets, mais là, c'est la mer des déchets qui représente quand même presque 2 hectares, 3 hectares complets. Depuis l'année dernière, le volume de détritus a triplé. Chaque jour, des camions enchaînent les va-et-vient, comme en témoigne cette vidéo amateur tournée par un riverain. Aujourd'hui, la sécurité a été renforcée autour du site. Ces plots en béton tentent de faire barrage et des policiers multiplient les patrouilles. Pourtant, les déchets continuent de s'entasser. On s'est vite aperçu que les plaques minéralogiques étaient fausses ou étaient des plaques minéralogiques roumaines. Donc la possibilité d'intervenir et d'avoir une action efficace pour mettre un terme à tout ça est très très réduite, notamment par la verbalisation. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est que la législation évolue et qu'on puisse saisir le véhicule, même pour une suspicion de dépôt sauvage. La remise en état du site est évaluée à 1 million d'euros, mais le coût pourrait être revu à la hausse. Des projets de nettoiement et de redynamisation sont à l'étude, comme la culture du miscanthus, une plante qui dépollue les sols. Et là, on est en train de travailler sur cette phase 2 de cette opération qui consiste à la fois à dépolluer par la culture de miscanthus qui permet de capter le plomb, mais également de porter des cultures un peu novatrices comme la culture hors sol. Le combat continue pour les riverains de la plaine de Carrières-sous-Poissy. Ils se mobiliseront le 31 mars prochain. Ah, peut-être une bonne nouvelle pour les collégiens. En Bretagne, comme sur le territoire national, les classes sans notes se multiplient. J'aurais bien aimé ça à mon époque. Les élèves n'ont plus de moyenne, ils sont évalués autrement. C'est le cas au collège Jean Massé de Saint-Brieuc depuis 6 mois. Et le bilan est plutôt positif, vous allez le voir avec ce reportage de Mathilde Kelmener pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Les élèves de cette classe de 6e ne sont plus notés. Sur leur contrôle d'anglais, par exemple, pas de notes sur 20, mais un tableau évaluant leurs compétences. Après 6 mois d'expérimentation, les avis sont partagés. J'aime un peu ce que j'ai maintenant, mais je préfère quand même ce que j'avais avant, parce que au moins, quand par exemple quelqu'un te demande la moyenne et combien tu as de moyenne, tu dis j'ai pas de notes, ça fait un peu bizarre. C'est bien parce que tu fais pas la différence entre les autres. Pour le corps enseignant, le but est bien d'éviter la comparaison et la stigmatisation des élèves. Ils espèrent ainsi éviter les échecs scolaires en leur redonnant confiance. Il y a des élèves dans cette classe dont on peut supposer que peut-être ils auraient été démotivés par ces mauvaises notes et qui, avec ce dispositif-là, continuent en fait à progresser par rapport aux choses qu'on leur demande, c'est-à-dire aux choses qu'ils n'ont pas encore tout à fait acquises. Une grille d'évaluation qui satisfait aussi les parents. Ils étaient pourtant plutôt réticents lors de la rentrée scolaire.
On remarque surtout que note, on la regarde, si 10, 12, 14, 15, il y a un petit commentaire en dessous et puis on passe. Là, c'est des champs de compétences. Donc quand vous avez une observation dessus, il faut aller regarder le devoir, il faut aller essayer de voir ce qu'il y avait derrière cette compétence et ce que ça veut dire. Donc on est obligé de s'investir un peu plus, ce que je trouve relativement positif. À la rentrée prochaine, le dispositif sera étendu à tous les élèves de 6e. Le principal aimerait à terme généraliser les classes en notes à tout le collège. Voilà, le JT des territoires continue, bien sûr, préparé par Soumaya Benaïssa. On va passer aux une de la presse quotidienne régionale ce matin. Et puis à 8h, l'invité politique, c'est Éric Coquerel qui sera sur ce plateau. Il est coordinateur, 2 fois du parti de gauche et député La France Insoumise. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en région. On les regarde ensemble. Évidemment, les unes de la presse quotidienne régionale sur les perturbations avec Ouest France. Nous commençons le plus grand journal francophone du monde. Ça plaira à Yves Bigot qui sera notre invité dans un instant. École, train, avion, jour de turbulence pour le journal dirigé par François-Xavier Lefranc. Pour le Télégramme, directeur éditorial Hubert Coudurier, c'est la journée test en prélude à une grève perlée inédite à partir d'avril. Les cheminots seront ce jeudi dans la rue, vous le savez, contre le projet de réforme de la SNCF. Pour Paris-Normandie, c'est branle-bas de combat avec cette forte mobilisation attendue également à Rouen. Pour la Voix du Nord, jeudi noir avec un point d'interrogation. Pour le journal dirigé par Patrick Jankélévitch et Pierre Mauchamp, transport, école, mairie, hôpitaux, CAF, tout est au ralenti. Pour le Courrier Picard, début du printemps social, c'est une question qu'on posera à Éric Coquerel, du parti de gauche, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est notre invité. Journée test pour le gouvernement et les syndicats. Et c'est le point en Picardie, évidemment, dans le Courrier Picard, édition d'Amiens. Pour l'Ardennais, dirigé par Sébastien Lacroix, les raisons de la grogne sociale. Et puis pour Libération, un jeudi noir sur le front social, avec cet appel à manifester des fonctionnaires des cheminots contre les réformes du gouvernement. Le premier grand rendez-vous social pour Emmanuel Macron. Pour Sud-Ouest, Macron à l'épreuve de la grève. Et puis pour la Provence, c'est le grand test. Emmanuel Macron face à la mobilisation. Pour la Dépêche du Midi, c'est Nicolas Sarkozy. On va en parler dans un instant avec Guillaume Doyen, qui est mis en examen. L'ancien chef de l'État a été mis en examen hier. Des chefs de corruption passive, financement illégal, recel de fonds publics libyens est placé, c'est très rare, sous contrôle judiciaire pour un ancien chef de l'État. Je crois que c'est inédit, on en parlera dans un instant. Pour le populaire du centre, eh bien c'est Zizou qui a relevé les défis. C'était prévu, il était attendu à Limoges. Les défis du sport ont débuté hier dans l'après-midi. 150 élèves de CM1 et de CM2 de différentes écoles du département ont lancé les hostilités, entre guillemets, en participant à des animations basket, foot, handball et rugby avec Zizou. Une belle photo d'ailleurs de Zizou à la une du populaire du centre, édition Limoges, bien sûr, rédaction dirigée, coordonnée par Olivier Bonichon, les rédactions du groupe Centre France. Voilà, le club de la presse ce matin avec Yves Bigot, je l'annonçais, directeur général de TV5 Monde. Bonjour Yves. Bonjour Cyril. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes à la fois partenaire de cette matinale d'info, nous diffusant sur vos 9 antennes dans le monde entier, puis vous êtes un des grands acteurs de la francophonie. On va en parler puisqu'il y a eu une semaine de la francophonie avec un discours remarqué du chef de l'État et vous êtes donc directeur général de TV5 Monde. Guillaume Doyen, bonjour, de la Gazette des communes, des départements et des régions, ce qui vous fait aussi vous intéresser à l'actualité politique et nationale. Après 2 journées de garde à vue, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans le cadre de l'affaire sur les soupçons de financement de sa campagne de 2007. Première question, Guillaume Doyen, quel aurait été l'intérêt de Mouammar Kadhafi de donner tout cet argent ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée, car je ne sais pas s'il a donné cet argent. Alors, si je spécule, je peux dire qu'il attendra de la France des avantages, des contrats divers et variés, qui apparemment ne sont pas venus, puisque la France a participé à l'espèce de coalition qui a mis un terme à son règne. C'est la contradiction majeure. Donc, il y a la contradiction majeure dans cette affaire. Dans ce dossier, mais rien n'exclut cependant que les faits aient eu lieu. Donc là, actuellement, on est en train de parler de faits qui ne sont pas suffisamment clairs pour que je puisse disserter dessus à perte de vue. Et Nicolas Sarkozy dénonce une calomnie, l'absence de preuves matérielles.
au fond, il rejette l'ensemble des accusations que les juges lui ont portées. Il ne peut pas faire autrement. On n'a jamais eu un scandale de cette taille. Jacques Chirac avait été condamné en 2012-2013 sur l'affaire des emplois fictifs. Mais enfin, les faits étaient très anciens. Et puis, ce qu'on lui reprochait était d'une gravité bien inférieure. C'était un peu de la prison avec sursis. Et puis, c'était vraiment très longuement après la fin de son quinquennat. Là, on a des faits. On parle de millions qui seraient atterris dans les caisses de la France venant d'un dictateur d'Afrique du Nord. Donc, il ne peut que nier l'énormité qui jetterait, si vous voulez, sur la totalité de son œuvre un voile terrible. Yves Bigot, est-ce qu'il y a eu un retour de la Libye sur le plan international après cette affaire à l'époque? Est-ce qu'on peut justifier, par exemple, les observateurs ce matin disent peut-être cet argent a servi aussi à ce que, suite à tout ça, on connaît la visite de Kadhafi en France, la fameuse tente. On se souvient de l'image, évidemment, qui était très frappante. Il y a eu une forme de retour de la Libye sur le plan international après tout ça. Est-ce que ça pourrait être une justification? Alors, sur le plan international, en tous les cas en Afrique, la Libye cherchait à organiser un panafricanisme qui a toujours été un peu un fantasme depuis les indépendances au début des années 60. Et c'est vrai que l'influence de la Libye en Afrique subsaharienne était très importante. Alors est-ce que Kadhafi cherchait ou pas un soutien de la France? Il était très isolé à l'époque, il faut le rappeler. Ancienne puissance coloniale, etc., pour étendre son hégémonie en Afrique, puisque on trouve aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest, non seulement mais des hôtels, des bâtiments, etc., qui ont été financés par Kadhafi, qui portent toujours d'ailleurs le nom d'un certain nombre d'entreprises libyennes. Guillaume Doyen, sur l'affaire elle-même, les responsables politiques à droite ont réagi. Éric Ciotti était un des leaders de cette réaction hier soir. Vous les avez trouvés comment dans leur réaction? Vous les avez trouve pas qu'ils soient bousculés timorés au portillon pour soutenir le président. C'est ce qui m'intéresse dans l'affaire là, qui va être une affaire au long cours, c'est que ces rebondissements vont rythmer la vie politique à droite pendant un certain temps, si vous voulez. Et ils vont même effacer un certain nombre d'événements politiques de droite. Régulièrement, on en entendra parler. Il y aura des fuites sur l'enquête. Il y aura des rebondissements. Et la droite est empêtrée là-dedans pendant un certain temps. Il est sûr que l'ancien président de la République, mêlé à cette affaire, à tort ou à raison, on ne va parler que de ça pendant les années qui viennent. Voilà, il faut rappeler que l'ancien chef de l'État a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Yves Bigot, on va passer à toute autre chose. Au moment où l'Élysée présente son plan pour la langue française, avec cette semaine le discours qu'on a vu d'Emmanuel Macron, vous expliquez pourquoi, et vous allez nous expliquer pourquoi la francophonie et votre chaîne TV5 Monde est devenue un véritable outil d'influence. Nous sommes la chaîne de la francophonie, déjà, financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la partie francophone de la Belgique. On représente aussi les 84 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et on porte, évidemment, à ce titre, la promotion des créateurs, des artistes, des entreprises françaises, de la langue française, dont nous assurons à la fois l'apprentissage, l'enseignement et évidemment la promotion. Et le discours du président de la République, je pense, était très important, était très attendu aussi, parce que c'était le point d'orgue de mois de réflexion sur ce sujet. En plus, l'endroit symbolique, l'Institut de France, en présence on le voit derrière vous, des différents académiciens français. Alors j'étais à 1 mètre de lui, donc je l'ai vu de profil pendant tout son discours. Mais c'est un discours très important. Je pense que c'est la première fois que la France, à la fois, prend en main la langue française et la francophonie, et justement en donnant la main de l'autre côté. Ce discours, il était très important parce qu'il place justement pour la première fois le français, non plus comme la langue impérialiste de la colonisation passée, etc., mais justement situe la France comme un des pays qui possède la langue française et dans le cadre d'un plurilinguisme et d'un multiculturalisme. Et ça, c'est évidemment très important par rapport
au reste de la francophonie, parce que la France est le seul pays qui n'a que le français comme langue. On va rappeler des chiffres, si vous voulez bien. 274 millions de francophones, selon le dernier rapport qui date de 2014 de l'OIF, mais 212 millions qui parlent le français au quotidien. Déjà, il y a un gap entre ces deux chiffres. Oui, et le français, la différence, c'est ceux qui le comprennent, mais qui ne le pratiquent pas. Voilà. Et la France, 5e langue mondiale. Alors, le mandarin, donc chinois, on va dire, cette pratique du chinois en tout cas. Oui, 2, l'anglais. 3, l'espagnol. 4, on ne sait pas trop si c'est l'arabe ou l'hindi. Et nous, on arrive en 5e position. Voilà, presque 6e du coup. Mais tout le monde pense que le français va devenir la 3e langue la plus parlée dans le monde, et avec une potentialité d'être la 2e, juste derrière l'anglais. Alors grâce à la démographie, la croissance de la démographie. Quel continent? L'Afrique principalement. En Afrique, oui, bien sûr. Même si, par exemple, le français est extrêmement enseigné en Chine, qui progresse aussi aux États-Unis, qui progresse dans pas mal de pays. C'est une langue qui plaît, le français, qui séduit. C'est la langue. D'abord, c'est une langue de culture, c'est une langue de liberté aussi pour tout, et puis c'est une langue de partage. Mais justement, ce qui était important dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est de présenter les Français. C'est-à-dire pas simplement le français tel que nous le parlons ici à l'antenne, mais tel qui contribue aussi bien les Canadiens, les Belges, les Suisses, mais tous les Africains, les Libanais, les Vietnamiens, les Asiatiques, etc., qui y apportent leur propre vision. Et le fait que, d'ailleurs, vous savez, la francophonie, c'est pas un concept qui a été inventé par les Français, il a été inventé par Senghor. Donc vous voyez, déjà l'idée même de la francophonie n'est pas une idée française, mais c'est la première fois que la France dit très clairement à des grands écrivains, que ça soit Kamel Daoud, Alain Mabankou, Abderrahmane Ouaberi, etc. Vous êtes des écrivains. Parce que quand on dit écrivain francophone, on vous met tout de suite dans une catégorie. Vous savez, il y a une étagère spéciale pour les francophones. Non, vous êtes des écrivains de français, vous êtes des écrivains en français, au même niveau que le sont Balzac, Victor Hugo et nos écrivains d'aujourd'hui. Ça, politiquement, c'est très important, et c'est très important, évidemment, vis-à-vis de l'Afrique. Et puis, pour l'avenir, puisqu'on annonce 400 millions de locuteurs en 2025, 700 millions en 2050, jusqu'à 1 milliard pour les plus optimistes en 2065. Guillaume Doyen, ça fait beaucoup de lecteurs possibles pour la Gazette, ça. Oui, il suffirait qu'on ouvre des éditions, en effet, dans les pays africains concernés, et voilà, il repart. Alors, la francophonie, le business, Yves Bigot, parce que ça nous intéresse. Alors, les Américains, on sait qu'ils sont forts. Les Chinois, on sait qu'ils sont très présents. Les francophones, est-ce qu'ils sont, solidaires dans le business Alors, est-ce qu'ils peuvent le devenir? Le rapport de Jacques Attali, il y a quelques années, avait démontré déjà qu'on fait 60% de plus de business avec les gens dont on partage la langue. Donc, nécessairement, il existe un espace francophone qui est un espace économique et pas simplement culturel et géostratégique. Mais c'est important, nous, on y contribue à TV5 Monde, évidemment, en faisant la promotion des entreprises françaises, des créateurs, des artistes, etc. Mais on a créé... On a le même réflexe que les Américains et la même culture du commerce que les Chinois. Alors non. Ça va être compliqué. Non, bien sûr, mais déjà, c'est pas enseigné de la même façon. Vous savez, ne serait-ce qu'en Belgique ou en Suisse, on vous apprend l'économie dès les petites classes, alors qu'en France, moi, jamais personne ne m'a appris l'économie. J'en ai entendu parler par la suite dans ma vie professionnelle. Mais nous, on a lancé, par exemple, en 2015, une chaîne qui s'appelle TV5 Monde Style HD, qui est diffusée dans toute la zone Asie-Pacifique, aux États-Unis, dans le monde arabe et en Afrique depuis peu. Voilà, qui est destinée justement à faire la promotion de l'art de vivre à la française, et donc évidemment avec toutes les... Le lifestyle. Voilà, exactement. Ce que nous ne disons pas, puisque nous sommes la chaîne de la francophonie, même si tous nos programmes sont en français, mais ils sont justement sous-titrés en 14 langues. Car nous vivons le plurilinguisme sur le terrain tous les jours. En Afrique, alors, tout le monde parle 3-4 langues. Et l'important, c'est que le français fasse partie de ces langues-là, mais n'ait pas cette visée hégémonique qui a été celle du passé. On va écouter le président de la République, compiler pour vous quelques petites phrases anglaises. Nous sommes la Startup Nation aujourd'hui en Europe. Les routeurs, les data centers... Le French Tech Visa est lancé officiellement. Pardon de cet anglicisme, mais les fake news, pour continuer l'anglicisme, scale up. The small is beautiful. J'ai travaillé avec la communauté French Tech. Un vrai fonds de venture capital. Les business angels qui ont ensuite créé du venture capital. Des venture capitalistes... J'ai pivoté le business model. Et cette culture du invented here. Et les clean tech et toutes les technologies du green tech. La convergence entre
le numérique et le healthcare. Entrepreneur is the new France. Entrepreneur is the new France, ça vous plaît ça? Est-ce que vous faites pareil à l'étranger que le président de la République? Alors, il y a une chose que je fais comme lui, puisque je parle anglais et quelques autres langues, c'est que souvent quand on est devant une assemblée où, si je suis à New York par exemple et qu'il n'y a que des Américains, ben, je fais l'effort de leur parler en anglais. J'estime que c'est un peu une question de politesse. Courtoisie. Voilà, d'une certaine façon, parce que justement, pour le coup, nous pensons à TV5 Monde, mais comme le président de la République, que de la même manière que le français doit être compris dans le cadre du multilinguisme, et nous aussi, il faut qu'on participe de ce multilinguisme. D'ailleurs, c'est bien ce que le président de la République a exigé en même temps qu'il annonçait la création de 10 nouvelles alliances françaises chaque année, etc. Mais il dit désormais les diplomates français, quand ils vont être en poste dans un pays, il leur demande d'apprendre et de parler la langue du pays. Et pas uniquement l'anglais, l'espagnol ou l'arabe, mais d'aller parler le lingala, le swahili, le fon, le bambara, le yoruba, le wolof, etc. quand ils sont en Afrique. Ça, c'est une révolution culturelle absolue, mais c'est la modernité. Aujourd'hui, je vais dire, on est un des rares pays au monde où nous ne parlons qu'une langue. La modernité, c'est de parler 3-4 langues. Alors vous y teniez, c'est la une des reins rock aussi aujourd'hui, on la regarde avec vous. Oui, alors, non pas pour le journal lui-même, parce que moi j'ai toujours travaillé ou pour Libération ou pour Rolling Stone, donc j'ai toujours été un concurrent des Inrocks, mais pour Leïla Slimani, qui est donc la représentante personnelle du chef de l'État, justement pour la francophonie, la promotion de la langue française. Et puis par ailleurs, c'est un écrivain remarquable, alors franco-marocaine, mais donc c'est une écrivaine française en français parce qu'elle écrit dans d'autres langues et en plus voilà, elle est extrêmement sympa et très brillante. On va parler tout à l'heure avec Guillaume Doyen de ce qu'il reste de la République décentralisée avec une conférence de la Gazette, le journal qu'il dirige au Sénat le 28 mars, salle Clémenceau. On y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie. Yves Bigot, vous êtes l'un des patrons de l'audiovisuel, assuré d'être là pour 5 ans au moins. Vous venez d'être réélu. Voilà, à tout de suite. 4 ans et 9 mois maintenant. Oui. Merci, à tout de suite avec Guillaume Doyen. Vous restez avec nous pour le débrief de l'actualité et de l'invité politique, Éric Coquerel, coordinateur du parti de gauche, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Après la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais aussi ça réchauffe un peu les moyennes dans les départements français d'Amérique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.